Merci Simon. Bonsoir, mesdames, messieurs. Une jeune agente de 21 ans a passé la nuit derrière les barreaux. Après 6 mois de carrière seulement, elle est passée de policière à accusée. Une jeune policière de 21 ans de Trois-Rivières mise en accusation. Cette policière a vendu, contre rémunération, une information strictement réservée à l'usage policier. Sur la rue Notre-Dame. Alors, on sert de l'alcool. Ici, on a beaucoup de plaisir. On vous en parle tantôt. Et de mon côté, j'ai une primeur à vous annoncer. Les aventures d'Amos d'Aragon. On va en faire un film. C'est officiel. On vous retrouve toutes les deux un peu plus tard dans le bulletin. Plus tard. Les étudiants en technique policière se sentent directement interpellés par un cas comme celui de Candice Larrivée. Et le commentaire qui ressort principalement, c'est que si effectivement elle est reconnue coupable, elle devra assumer ses actes car les policiers savent à quoi s'en tenir si jamais ils dérogent aux règles de déontologie. Il y a plusieurs jeunes qui aspirent à devenir policiers chaque année. 6 000 demandes, Nancy, dans les 10 collèges qui offrent le programme. Seulement que 800 sont retenus. Et évidemment, avant de se rendre à l'École nationale de police, qui est un petit peu la fin de leurs études, on fait une petite enquête sur eux pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'antécédents judiciaires. Voici donc le reportage que j'ai préparé à ce sujet. L'arrestation de la jeune policière de Trois-Rivières a rapidement fait écho dans les salles de classe du programme de technique policière du Cégep de Trois-Rivières. C'est sûr que c'est vraiment dommage pour elle, mais elle s'est fait pris. Il faut qu'elle assume les conséquences de ce qu'elle a fait. Mais 22 ans, je trouve que c'est ça limite. Je veux dire, c'est jeune quand même pour être policière à cet âge-là. Toutes les responsabilités qu'ils ont sur les épaules. Là. On nous informe qu'il est important d'avoir la confidentialité au travail, de tout garder les importants. C'est tout confidentiel, des choses comme ça. Tu dis pas ça à n'importe qui. Tu gardes ça au travail. Comme directrice? Tout ce qui touche l'éthique et la déontologie policière est au cœur de leurs 3 années d'études et de leur formation complémentaire à l'École nationale de police. Absolument, tous les aspirants policiers et aspirantes policières sont bien avisés des façons de faire en matière d'éthique et de déontologie et sont bien au courant de ce qu'ils doivent respecter comme règles pour leur future carrière. Et les enseignants prennent comme exemple des cas comme celui de Candice Larrivée pour rappeler aux aspirants policiers l'importance de respecter les règles. C'est une façon de les amener, de confronter les futurs étudiants à ce qu'ils risquent de rencontrer dans leur futur métier. C'est important de les sensibiliser. C'est plus que des sensibiliser, c'est les mettre en garde contre tout ce qui court dans le cadre de ce métier-là, tout ce qui peut être facile d'accès rapidement, sans préjuger quoi que ce soit. Mais c'est un métier qui comporte aussi sa part de risque. Des quelques 800 finissants chaque année, 640 sont admis à l'École nationale de police et le profil de chaque aspirant est scruté à la loupe. Il y a effectivement une vérification à savoir si oui ou non les aspirants policiers, les futurs aspirants policiers ont des antécédents judiciaires. Et naturellement, tout aspirant policier qui aura un antécédent judiciaire ne sera pas admis. Malgré la gravité des accusations qui pèsent contre la policière, les aspirants ne craignent pas que ce cas entache leur métier. Caroline Brochu, Radio-Canada, Trois-Rivières. Et pour tenter de comprendre cette affaire, j'ai discuté un peu plus tôt dans la journée avec l'ancien policier spécialiste du crime organisé, Guy Ouellette. Alors, M. Ouellette, le directeur de police semblait dire ce matin en conférence de presse que les motards criminalisés ne seraient pas impliqués dans cette affaire-là. Vous le croyez? Ce que M. Gobeil a mentionné, c'est que les informations n'étaient pas pour un membre d'un groupe de motards. Il n'a pas spécifié que les motards n'étaient pas impliqués. Je pense qu'il y a une grosse nuance. On verrait très rarement qu'un membre en règle soit directement impliqué avec une policière. C'est définitivement quelqu'un de la hiérarchie qui peut être soit un prospect, un ignorant, un frère ou même une relation d'affaires qui aurait pu avoir ce contact-là avec la policière. M. Gobeil a été très précis en mentionnant le mot « membre », donc ça précise le statut, mais seulement l'implication de l'escouade régionale mixte nous tend à démontrer qu'il y a une relation avec un groupe de motards. Bon, la policière, Larrivée, aurait vendu des informations provenant de la centrale de renseignement de police. Qu'est-ce qu'un criminel peut faire avec ce genre de renseignements? Bien, on l'a vu par le passé. Vous vous souviendrez des informations que Mme Martineau et M. Turgeon avaient sorties, c'est-à-dire les informations personnelles reliées à une immatriculation de véhicule vont donner date de naissance, adresse et autres informations nominatives sur son propriétaire. Donc, les groupes de motards sont toujours à la recherche de ces informations-là, que ce soit dans le cadre d'une gare de motards, que ce soit dans le cadre d'un contrôle de territoire
$, pour des trafiquants indépendants. Je pense que ça sera le dépôt des évidences à la Cour qui nous amènera ou qui éclaircira justement les raisons et le pourquoi de cette infraction-là. Vous parliez des taupes de la SAQ. C'est ce qui avait mené à l'attentat contre le journaliste Michel Auger, d'ailleurs. Oui, et il y avait eu une douzaine d'autres vérifications de gens qui avaient fait l'objet de tentatives de meurtre ou qui étaient reliés au groupe adversaire des Hells Angels dans le cas des gens de Montréal. Et dans le cas des gens de Québec, c'était les Rock Machine Bandidos qui récupéraient ces informations-là sur leurs ennemis des Hells Angels. Donc, il y a toujours une cueillette d'informations qui se fait par les groupes de motards criminalisés de façon à être le plus actuel et factuel possible sur les autres organisations ou sur les trafiquants indépendants. C'est pas la première fois que des agents de police seraient présumément impliqués dans ce genre d'affaires-là, mais dans ce cas-ci, on semble détenir des preuves assez solides. On a des dates, entre autres. Je pense qu'il faut féliciter le service de police de la ville de Trois-Rivières d'avoir réagi avec autant de rapidité à ce genre d'informations-là. M. Gobeil mentionnait qu'il avait été mis au courant par le service de police de la Ville de Montréal le 10 novembre. Et en date du 18, il y avait une transaction moyennant rémunération de 500 $ avec la policière à l'emploi de son service. Donc, ça a pris 8 jours avant qu'on boucle la boucle. Et ce matin, c'est-à-dire l'arrestation le 19 et ce matin. Donc, en dedans de 10 jours, ce dossier-là a été complètement fermé. Je pense que ça sera intéressant de voir, comme je le mentionnais, ce qui sera connu publiquement lors des comparutions et lors de l'enquête préliminaire ou du procès à la Cour. Advenant le cas, en terminant, que des motards soient impliqués, en tout cas des gens entourant les groupes de motards criminalisés soient impliqués dans cette affaire-là, quel est le portrait maintenant ici en Mauricie où on a toujours un repère à Trois-Rivières? Oui, au Québec, présentement, il n'existe que 3 repères de Hells Angels. Vous en avez un à Trois-Rivières, il y en a un à Sherbrooke et un à Saint-Basile-le-Grand. Présentement, à Trois-Rivières, 8 des 20 membres du chapitre de Trois-Rivières sont soit incarcérés ou devant les tribunaux. Il y a un recrutement qui se fait parce que depuis quelques mois, il y a 3 nouveaux prospects à Trois-Rivières qui venaient de leurs anciens clubs affiliés, que ce soit les Rodécroux ou les Blattenois. Et donc, c'est une roue qui tourne et je pense qu'ils sont un peu plus dans la clandestinité. On les voit peut-être un peu moins, mais ils sont tout aussi actifs. Bien, je vous remercie de cette analyse, Guy Ouellette. Au revoir. C'est un plaisir. Vous avez des informations importantes à nous transmettre? Vous voulez nous rejoindre? Composez le 377-1441, poste 284 ou écrivez-nous par courriel à aujourd'hui-mauricie@radio-canada.ca. Revenons maintenant sur ces images diffusées en exclusivité hier d'un jeune homme en train de faire des cascades de type jackass dans un bar de Shawinigan. Eh bien, ça a eu des conséquences aujourd'hui à Québec. La Régie des alcools, des courses et des jeux a envoyé une mise en demeure au titulaire du permis d'alcool du bar Le Monkey de Shawinigan. Ce sont les images que nous avons tournées vendredi dans ce bar de la 5e rue qui ont fait réagir la Régie. C'est une promotion qui est dangereuse en soi. Et je dois vous dire que dès ce matin, la Régie a envoyé une mise en demeure au titulaire du permis d'alcool pour que cesse cette activité-là. C'est très clair avec les images que vous avez présentées, là, que c'est quelque chose que quelqu'un va finir par se paralyser, il pourrait même avoir mort de personne. Bien, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est vraiment une activité c'est rare qu'on voit ça dans les bars. Ça se produit, je pense, seulement qu'à Shawinigan. On doit se poser des questions. Là. En ce moment, il n'y a aucun code d'éthique pour les propriétaires de bars. Je pense que c'est peut-être le temps d'instaurer un code d'éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi dans un bar et surtout pas mettre la sécurité des clients en danger. Là. À presque un mois de Noël, c'est une bien mauvaise nouvelle à l'aéroport de Trois-Rivières. La compagnie allemande OMF Aviation a licencié une douzaine d'employés pour quelques semaines. Karine Bastien, quelles sont les raisons invoquées par les patrons? Il manque de pièces pour fabriquer ces avions monomoteurs à 2 sièges. Et selon le président d'OMF, le problème, ça viendrait de la maison mère qui manque de liquidité. Alors, 12 des 23 employés ont été licenciés hier. Et on sait que la production a commencé le 29 septembre, donc ça fait à peine 2 mois. Et c'est toujours selon le président, les employés sont très, très déçus. Mais la plupart comprennent un peu la situation. C'est temporaire parce que les employés seraient rappelés au travail dès janvier 2004.
OMF avait déjà un carnet de commandes de 50 avions et le président a donc communiqué avec ses clients pour leur apprendre la nouvelle, un peu de retard. Les clients proviennent d'un peu partout, du Canada, des États-Unis, de l'Amérique centrale, et eux aussi étaient déçus, mais personne n'a annulé sa commande. Il faut rappeler que cette entreprise est installée à l'aéroport de Trois-Rivières, a reçu 1 500 000 $ d'Investissement Québec. Il y a aussi la Société générale de financement du Québec qui a loué près de 2 millions de $. Donc, je vous laisse entendre là-dessus le président de l'aéroport de Trois-Rivières qui reste quand même très optimiste. Ça peut être des ajustements de départ aussi. Moi, je reste optimiste. Remarquez bien, on a tellement travaillé fort, M. le maire et la SDA a tellement travaillé fort pour les faire venir qu'ils ont en place ici une structure absolument extraordinaire pour pouvoir se développer. Ils ont les coûts les plus bas qu'il faut. Alors, moi, je les laisse régler leurs problèmes internes et c'est des grands garçons. Et je reste très optimiste que ça va reprendre en janvier et qu'on va l'avoir oublié assez vite. Et Karine, est-ce qu'on doit partager cet optimisme? Est-ce que l'entreprise à long terme pourrait être menacée de fermeture? Ça semble pas, en tout cas, selon le président. On a toujours le projet de fabriquer le monomoteur à 4 sièges dans un avenir prochain et on veut avoir 75 employés en décembre 2004. Donc, on reste très optimiste. Bien, on va se le souhaiter. Je vous remercie, Karine Bastien. Il n'y a pas de quoi, au revoir. Le comité de toponymie a dû essuyer encore une fois hier soir beaucoup de reproches sur les propositions de changement de nom de rue à Trois-Rivières. Les doléances les plus importantes sont venues des citoyens du boulevard Parent et de la rue Saint-Maurice. Plusieurs trifluviens disent qu'ils ne se sentent plus chez eux dans leur propre ville. En fait, il y avait quelques 150 personnes des secteurs Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest présentes hier soir. Les conseillers municipaux, eux, ont promis de tenir compte de leur opinion. Et justement, voici un aperçu des commentaires entendus hier soir. Nous ne comprenons pas pourquoi le boulevard Parent, qui porte le nom de Parent, le plus vieux des 3 parents, parce qu'il y a trois artères qui s'appellent Parent, pourquoi c'est le nôtre qui disparaît? Nous nous objectons à la suggestion de changer de nom de rue et demandons d'être entendus pour objectiver le maintien du nom actuel. On veut conserver le nom de la rue Lamy. Je suis mandaté ce soir pour discuter que de ça. Nous sommes 21 propriétaires sur la rue de Boucherville à Trois-Rivières. Alors, on en a pris notre parti qu'il fallait changer de nom. Alors, on a consulté les voisins. On a fait du porte-à-porte avec 3 noms. Puis là, on présente ces 3 noms-là pour remplacer. On n'aime pas le nom de Madeleine Boucher. On n'avance pas, on recule. Fait que ça, c'est bien beau l'histoire, là, puis que c'est... Non. Moi, je trouve ça vraiment désolant, là, de vivre une place où le monde, les habitants de la ville, ou les citoyens, là, on ne saura pas où se diriger. Les usagers du transport en commun à Trois-Rivières subiront une hausse de tarifs à compter du mois de janvier. En fait, le coût d'un passage sera haussé de 25 sous. Les usagers devront alors débourser 2,50 $. Les carnets de 10 billets seront augmentés de 2,50 $ pour atteindre 22,50 $. La récente grève des chauffeurs d'autobus serait un des facteurs qui explique cette augmentation de tarifs. C'est dans une cuisine qu'on a lancé cet après-midi la campagne de financement de prévention suicide de Trois-Rivières. Pourquoi? Parce que l'organisme entend vendre des tartes aux pommes pour regarnir ses coffres. On espère amasser comme ça 25 000 $. Prévention suicide caresse d'importants projets à moyen terme, dont l'ouverture d'un centre de crise pour les gens en détresse. Ça pourrait se faire en 2005. Les besoins, il faut le dire, sont toujours aussi criants dans la région, alors qu'on estime que 2 à 3 personnes s'enlèvent la vie chaque semaine en Mauricie. Écoutez, le taux de suicide, il y a longtemps qu'on n'a pas vu de taux de suicide à la baisse, malheureusement. La région de la Mauricie, c'est la 4e région la plus touchée au Québec. Donc, on a un portrait assez triste, assez sombre, et on ne voit pas d'amélioration au concret, au quotidien, en tout cas, pas à l'heure actuelle. Les amateurs de planche à roulettes sont... Presque est à sa retraite, mais qui va bien s'amuser. En tant que directeur de l'OSTR, M. Roger Deslandry, il y a une conférence de presse qui est prévue demain pour nous en donner plus de détails. On y sera bien sûr, mais voilà l'information, cette nouvelle qui nous est arrivée cet après-midi. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir. Parlons maintenant du lancement officiel des 2 derniers tomes d'Amos d'Aragon. José, vous avez rencontré l'auteur Brian Perrault. Il avait vraiment une primeur à vous annoncer. Oui, une belle primeur. Oui, effectivement. Amos d'Aragon, on va en faire un film. C'est maintenant confirmé. Alors cet après-midi, le 28 octobre dernier, j'avais donné pour mission à Gaël Langevin, un fidèle lecteur, de nous faire une critique de ces 2 derniers livres. Alors, je l'ai rencontré, lui et Brian Perrault, en entrevue cet après-midi. Voici cette entrevue. Gaël, tu as lu le 4e et le 5e tome des aventures d'Amos d'Aragon. Fais-nous ton commentaire.
Ben, j'y trouve bon. C'est juste le 5e, la fin est un peu brousse parce que, tu sais, il vient juste de délivrer Barthélemy, le seigneur de Bratel-la-Grande. Puis, c'est comme, il parle pas, tu sais, il demande même pas c'est quoi qui est arrivé. Je trouve ça un petit peu brousse, là. Mais est-ce que tu les as trouvés aussi passionnants, les 4e et 5e tomes, que les 3 premiers? Oui. Est-ce que ça te surprend, cette popularité-là? Oui. C'est surprenant. C'est pas... Je savais qu'on avait quelque chose de bien comme série jeunesse, mais là, vraiment, ça décolle vraiment, vraiment très fort. Au Salon du Livre de Montréal, j'ai passé là 4 jours et j'ai signé au-dessus de 2000 livres. Bon, la série va en avoir 12, on en sort un autre au printemps, un à l'automne. Et il y a plusieurs pays qui ont acheté évidemment la série. Ça sort dans 8 langues en 2004. Alors, bon, évidemment, disons que ça ressemble toute ma vie autour, pas mal de la Mosse d'Aragon. On avait parlé du film aussi. Est-ce que ça se développe de ce côté-là? Bien, c'est Ridley, Spectre Animation a acheté les droits. Il va y avoir 26 épisodes d'une demi-heure sur la Mosse d'Aragon. Avec un budget de 13 millions, ça sort dans 2 ans et demi. Moi, je vais faire la voix de Béor, s'il vous plaît. La commande est passée. Alors, je vous félicite. Merci beaucoup, Gaëlle, d'avoir été là. Je te félicite encore une fois, Brian. C'est une belle épopée qu'on commence à suivre. Et puis, j'invite tout le monde à venir à la librairie pour se procurer les livres d'Amos d'Aragon. Si vous ne connaissez pas le personnage, bien, c'est le meilleur temps que jamais. Pour en savoir davantage sur l'actualité du jour en Mauricie, consultez notre site Internet à l'adresse suivante: radio-canada.ca/Mauricie. Les salons de coiffure se préparent à entrer dans leur période de l'année la plus achalandée, la période des fêtes bien sûr, et pour attirer la clientèle, les propriétaires offrent des petits extras pour se démarquer. Alors pour savoir à quoi ça ressemble, on reçoit de la grande visite de Montréal, la journaliste Marie-Soleil Michon, qui a passé une partie de la journée à Trois-Rivières. Bienvenue chez nous, Marie-Soleil. Merci, bonsoir Nancy. Bonsoir. C'est une tendance, il faut le dire, marquée, qui va durer, de faire autre chose que de la coiffure dans les salons? Bien oui, on essaie, j'imagine, d'attirer les gens en offrant toutes sortes de services différents. Ici, vous avez quelque chose d'unique à Trois-Rivières, au centre-ville. C'est un salon qui s'appelle la Boîte à coupe. Et ici, depuis déjà 7 ans, on offre des soirées où on offre des drinks aux clients. On a de la musique, on tamise les lumières, le plancher vibre. On pourrait se croire dans une discothèque. Je suis en compagnie, Nancy, de Patrick Dupuis, le propriétaire. Patrick, quand vous avez acheté ici, c'était un salon d'un tout autre type. Comment vous est venue l'idée de faire cette entente avec le pub en ville pour avoir des cocktails pour les clients? Le salon existait depuis 1980, puis c'était un salon de coiffure qui était beaucoup plus âgé. Moi, je cherchais une façon d'attirer la clientèle qui était plus jeune. Il n'y avait pas beaucoup de monde de jour qui venait nous voir, mais c'était plutôt des gens qui venaient de soir en tant que tel, vu qu'on avait une clientèle de 20, 22, 23, 24 qui voulaient venir nous voir le soir pour le permis d'alcool et la musique un petit peu endiablée qu'on avait le soir. Et ça a fait qu'il y a eu des parties qui s'est fait ici là, depuis quelques années. Et il y a eu beaucoup de tournées générales de certains clients qui rentraient et qui voyaient l'ambiance comme si c'était un bistrot ou un genre de bar qu'il y avait un nouveau bar qui venait d'ouvrir à Trois-Rivières, mais c'est vraiment un salon de coiffure. Puis ça a fait avec les années que c'est resté comme ça. Maintenant, on ouvre un petit peu moins tard le soir. C'était jusqu'à 1 heure ou 2 qu'on ouvrait la nuit. Sauf que maintenant, ça ressemble à 10, 11 heures le soir. Le jeudi, vendredi, c'est comme ça. Puis c'est plus cool. On essaie de s'assagir un petit peu avec les années, mais c'est quand même intéressant. Puis ça fait changement de voir que ça fait une sortie beaucoup plus qu'une obligation de venir dans un salon de coiffure, finalement. Mais c'est pas si pénible. C'était déjà agréable de venir se faire chouchouter. Oui, c'est toujours bien de venir dans un salon de coiffure, sauf que quand tu es capable d'avoir des services de plus comme ici, surtout qu'on est au centre-ville, il y a beaucoup de bars, de restaurants et d'activités l'été et l'hiver, ce qui veut dire que c'est bon pour tout le monde. Puis ça fait que les gens se préparent, ils peuvent se faire maquiller, coiffer avant de sortir dans les bars ou dans les restaurants du centre-ville. C'est bien pour tout le monde, finalement. Mais des fois, ils sortent pas, puis c'est ici que le party prend. Oui, hein? Oui, c'est ça qui arrive. Et Marie-Soleil, je vois qu'il y a plein de clientes autour de vous. Est-ce que les gens aiment ça? Est-ce que ça embarque? Ben oui. Est-ce que vous aimez ça, pouvoir siroter un petit drink, mademoiselle, en vous faisant un café? Oui, c'est merveilleux. Oui. Et puis, je sais pas, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moins, les gens qui travaillent ici, les coiffeurs en Patrick et Nancy, eux, ils ne boivent pas. Ah bon? C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Vous êtes sûr que votre dégradé va être correct? Parce
que sinon, ça pourrait être un peu inquiétant. Mais donc, ça marche tellement bien qu'on agrandit ici, puis le 1er avril, c'est ça, on va doubler la superficie. Le 1er avril, on double la superficie, on va ajouter des services comme l'esthétique, massothérapie, pose d'ongles et... Ça, c'est plus traditionnel. Oui, exactement, mais c'est plus au sous-sol. Au rez-de-chaussée, on va rester dans notre côté underground un peu, puis la musique un petit peu qui est plus ou moins traditionnelle pour un salon de coiffure. Merci. En terminant, Marie-Soleil, vous allez vous laisser tenter par un petit verre et peut-être un petit brushing? Ah ben oui, ben un petit verre, ça c'est sûr. Je vous souhaite une bonne soirée. Revenez nous voir quand vous voulez. Oui, ça me fait plaisir. Merci. Bye-bye. Au revoir. Formellement mis en état d'arrestation, le chanteur Michael Jackson a été libéré de la prison de Santa Barbara en Californie. Jackson a versé une caution de 3 millions de dollars qui lui permettra de rester en liberté pendant son procès. Plusieurs chefs d'accusation à caractère sexuel le pèsent contre lui. Voilà, ça complète ce bulletin d'information. On se laisse sur des images de la comparution de Candice Larrivée, 21 ans, une policière de Trois-Rivières. Je vous remercie d'avoir été là. À demain. C'est le passage, s'il vous plaît. Au Jutras. Parfait. Dans notre jargon à nous, donc, on dit qu'on ricochette du côté des Jutras. Belle visite, et c'est par ricochet. Allons-y, René Junior. Situation d'ultimatum, c'est parti. Je vais y aller très simplement. Je vais dire au Canada. Piégerais-je pas? À qui l'envoyais-je? Je vais piéger les Hébert. Parfait. On veut piéger les Hébert. Que l'on respecte. On respecte les Hébert. Parlez-moi de cet artiste surréaliste, s'il vous plaît. Surréaliste, j'irai avec Salvador Dali. Eh, c'était un bel indice, surréaliste, et c'est Salvador Dali. Oui, vous avez raison. On y a mis du temps, mais on a bien travaillé. Les Hébert n'y sont plus. Vous avez fait les dommages que vous vouliez faire, ma chère. Vous gardez le contrôle, Manon. Eh oui, c'est comme ça. Où est-ce qu'on va? Langue. En langue, allez, on y retourne. Voici la question. Celle-là, c'est selon le Petit Larousse 2003. Une tagliatelle est une pâte alimentaire en forme de ruban plat, de petites boucles, de petites spirales ou encore de larges tubes. Alors là, Manon, il faut absolument offrir la question. Est-ce qu'on va vers les Jutras, les Léveillés ou les Fauchés? La famille Léveillé. Allons-y du côté des Léveillés. Il y a juste une vie, mais tout plein d'outils. On n'a pas touché au coffre. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Je vais utiliser mon ricochet avec les Fauchés. Allez, on la bouge du côté des Fauchés. À vous, la tagliatelle, mon cher ami. 10 secondes et c'est parti. Et je dirais large tube. Large tube, avec des champignons, là, de la crème, du parmesan et ce ruban plat. C'est une tagliatelle, c'est un ruban plat, Ronald. Bon, ben on perd une deuxième vie et on se retrouve à une vie partout. Et oh là là, vous êtes sur une séquence, Manon, du côté des Proulx. Où est-ce que vous voulez nous amener, là? Sciences et technologies. En sciences et techno, oui, puisque vous le désirez. Et on peut lire dans l'encyclopédie Larousse qu'un spécialiste qui explore et étudie les cavités naturelles du sol est un spéléologue, un spéléologue, un spéléologue ou un spéliologue. Voilà. À qui on l'envoie, celle-là? Manon. Famille Fauché. Famille Fauché que l'on va retrouver. Ronald, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais répondre. On veut répondre, alors vous allez m'épeler ça, si vous voulez bien. Spéléologue. Spéléologue. Donc, S-P-E-L-E-O-L-O-G. Vous avez raison, c'est spéléologue. Oui, bien fait. Et trébuche les trous. Il y avait un petit piège là-dedans et il a su l'éviter. Bien fait, Ronald. Vous voici avec le contrôle et plus que 3 familles. Sport et loisirs. Oui. Mon goulash est un excellent ragoût de bœuf. C'est un ragoût de bœuf. C'est pas un camp de travail forcé, non. Ça, c'est le goulag, n'est-ce pas? Goulash, vous avez raison, on en mange. Bien fait, les Jutras. Ils s'inscrivent au tableau.
Allez, bon ben, on s'arrête le temps d'une pause. Au retour, on joue pour 1000 $. Elle n'a pas commencé avec le cadeau. Qui formera le couple gagnant? La réponse, ce soir à 19h59. Gardez l'antenne dans un instant, du rire assure.